Dans les strates les plus profondes de l'immatérium, là où la pensée devient substance et la contradiction enfante l'apocalypse, existe une collision théorique jamais pleinement observée par les chroniqueurs mortels. Une guerre entre Slaanesh et Nurgle, prince de l'excès contre seigneur de la déchéance. Non pas simple conflit divin, mais annihilation mutuelle de réalités incompatibles, sensation contre entropie, désir contre dissolution, perfection contre pourriture. Une telle rencontre ne se déploierait pas comme bataille, mais comme rupture métaphysique, où le warp lui-même se fracture selon des philosophies contradictoires, où le temps devient non linéaire, la biologie inverse son sens, et la causalité s'effondre sous le poids de vérités opposées. La frontière entre matérium et immatérium s'amincit jusqu'à la transparence, effaçant toute possibilité d'existence cohérente. Ce qui subsiste dans les archives fragmentaires ne sont pas des témoignages, mais des modèles théoriques élaborés par les logiciens du Mechanicum et les érudits inquisitoriaux interdits, calculs décrivant comment la réalité elle-même se désintégrerait si ces deux dieux engageaient leur totalité l'un contre l'autre. Les archives du Mechanicum conservent, dans leurs cryptes logiques les plus isolées, une série de théorèmes classifiés sous la désignation paradoxe ontologique primaire. Ces calculs, élaborés par des magis explorators ayant analysé les zones de distorsion warp où les influences de Slaanesh et Nurgle se chevauchent, décrivent une impossibilité mathématique fondamentale. Là où le prince de l'excès impose l'accélération infinie du désir, l'expansion perpétuelle de la sensation jusqu'à l'éclatement, le seigneur de la déchéance inscrit la lente dissolution, l'entropie victorieuse, la certitude tranquille de la fin. Ces deux principes ne peuvent coexister sans générer une rupture dans la structure même de l'immatérium. Les équations montrent ce que leur affrontement direct ne produirait pas de vainqueur, mais une zone de non-être où les lois de l'univers cessent de fonctionner. Les premiers indices de cette incompatibilité furent observés durant l'ère des luttes, lorsque les tempêtes warp, suivant la chute des Aeldari, engloutirent des secteurs entiers de l'espace réel. Dans certaines régions isolées, les vaisseaux perdus rencontrèrent des phénomènes inexplicables, des systèmes stellaires où la décomposition organique accélérait jusqu'à atteindre des vitesses impossibles, puis ralentissait jusqu'à l'immobilité totale dans un cycle sans fin. Les rares survivants rapportèrent des visions de jardins pestilentiels dont les plantes pourrissantes croissaient simultanément vers la perfection esthétique et la putréfaction absolue. Ces contradictions biologiques suggéraient l'influence simultanée de deux volontés divines incapables de se réconcilier. Les théologiens de l'ecclésiarchie, confrontés à ces rapports, les classèrent comme hérésie conceptuelle. Pourtant, les inquisiteurs du Ordo Malleus, experts des manifestations démoniaques, reconnaissaient dans ces anomalies la signature d'une guerre non déclarée, non pas entre armées, mais entre principes fondamentaux. Slaanesh, né de l'excès psychique d'une civilisation entière, structure la réalité autour de l'intensification sans limite. Nurgle, émanation de la peur de la mort et de la résignation face à l'inévitable, impose la décélération, l'acceptation, la transformation lente vers le néant. Leur confrontation directe transformerait le warp en champ de bataille, où chaque victoire locale annulerait instantanément la possibilité de défaite adverse, créant une boucle causale sans résolution. Les modèles prédictifs du Mechanicum suggèrent qu'une telle guerre entraînerait l'effondrement de la frontière entre matérium et immatérium. La réalité physique, déjà fragile dans les zones où le warp affleure, perdrait toute cohérence structurelle. Les planètes se trouveraient simultanément dans des états de floraison et de décomposition totale. Les populations mortelles ressentiraient des sensations d'extase et de dégénérescence superposées, leur corps incapable de choisir entre évolution et pourriture. Le temps lui-même, déjà non linéaire dans le warp, deviendrait une substance contradictoire, coulant simultanément vers l'avenir et le passé, accélérant et ralentissant jusqu'à perdre tout sens mesurable. Ces conclusions restent théoriques, car aucune confrontation totale entre Slaanesh et Nurgle n'a jamais été documentée de manière vérifiable. Les dieux du chaos, bien qu'opposés dans leur philosophie,
maintiennent un équilibre tacite, chacun conscient que leur destruction mutuelle entraînerait la dissolution de la réalité qu'ils habitent et façonnent. Pourtant, les archives fragmentaires suggèrent que des escarmouches localisées ont eu lieu dans des zones du Warp si profondes qu'aucun navigateur ne peut les cartographier. Les échos de ces affrontements se manifestent parfois dans le matérium sous forme d'anomalies temporelles et biologiques inexplicables, cicatrices d'une guerre qui ne peut jamais être véritablement livrée. Les premières manifestations observables de cette tension cosmique apparurent dans les systèmes stellaires situés aux confins de la zone d'ombre galactique, là où les tempêtes Warp persistent depuis des millénaires sans interruption. Les cartographes de l'Adeptus Terra identifièrent une série de secteurs où les lois physiques présentaient des fluctuations rythmiques, des cycles d'accélération et de ralentissement moléculaire qui ne correspondaient à aucun phénomène naturel connu. Les planètes de ces régions subissaient des transformations paradoxales. Leurs écosystèmes évoluaient vers des formes de vie d'une beauté insoutenable, dont chaque cellule contenait simultanément la perfection anatomique et les marqueurs génétiques de la nécrose avancée. Les explorateurs du Mechanicum, qui tentèrent d'analyser ces organismes, découvrirent que leurs tissus existaient dans des états quantiques impossibles, refusant de s'effondrer vers une seule configuration stable. Les populations humaines exposées à ces zones développèrent des symptômes contradictoires qui défièrent toute classification médicale. Certains habitants rapportèrent des sensations d'euphorie totale, accompagnées d'une conscience aiguë de leur propre décomposition cellulaire, ressentant chaque plaisir comme une forme de mort lente et chaque douleur comme une extase inversée. Les chirurgiens de l'Adeptus Biologis observèrent des mutations où les organes se régénéraient en structures d'une complexité sublime tout en se décomposant selon les patterns caractéristiques des plagues de Nurgle. Ces corps devenaient des champs de bataille microscopiques où deux philosophies divines s'affrontaient au niveau moléculaire, chaque cellule tiraillée entre l'expansion du désir et l'acceptation de la dissolution. Les archives inquisitoriales contiennent le témoignage fragmentaire d'un inquisiteur Ordo Malleus ayant pénétré l'une de ces zones anomales. Son rapport, récupéré 47 ans après sa disparition officielle, décrit un monde où le temps s'écoulait selon des rythmes incohérents. Les villes qu'il traversa existaient simultanément dans des états de splendeur architecturale et de ruines avancées, leur structure cristalline, reflétant des lumières impossibles, tout en s'effritant sous l'effet d'une entropie accélérée. Les habitants, lorsqu'ils parvenaient à les percevoir, semblaient figés dans des poses de jouissance extatique ou d'agonie paisible, leur visage exprimant des émotions que le langage impérial ne possède pas de mots pour décrire. L'inquisiteur nota que sa propre perception temporelle se disloquait progressivement, ses souvenirs se réorganisant dans un ordre non chronologique jusqu'à ce qu'ils deviennent incapables de distinguer passé, présent et futur. Les théoriciens du Mechanicum développèrent des modèles mathématiques pour expliquer ces phénomènes. Leurs calculs suggèrent que Slaanesh et Nurgle, bien qu'incapables de s'affronter directement sans détruire la réalité elle-même, exercent néanmoins des pressions constantes l'un contre l'autre à travers les couches de l'immatérium. Ces pressions créent des zones interstitielles où leurs influences se superposent sans jamais se résoudre, générant des espaces où les lois physiques deviennent des compromis instables entre deux absolus incompatibles. Dans ces régions, la matière elle-même existe dans un état de crise ontologique permanente, incapable de choisir entre l'expansion infinie du désir et l'effondrement inévitable vers le néant. Les observations les plus troublantes proviennent des navigateurs qui ont traversé ces secteurs. Leurs rapports décrivent des courants warp d'une géométrie impossible, où les flux psychiques se tordent simultanément vers l'intensification et la stagnation. Certains navigateurs affirmèrent avoir perçu, dans les profondeurs de ces anomalies, des formes qui pourraient être les échos de démons hybrides, entités nées de la collision entre les légions de Slaanesh et les hordes de Nurgle, créatures dont l'existence même viole les principes de cohérence qui gouvernent même les habitants du Warp. Ces êtres, s'ils existent réellement,
représenterait la preuve vivante que la guerre entre ces deux dieux ne suit aucune logique militaire conventionnelle, mais se déroule à un niveau de réalité si fondamental qu'elle génère des formes de vie impossibles. Les cogitateurs du Mechanicum continuent d'analyser ces données, cherchant des patterns dans le chaos. Leurs projections indiquent que les zones d'influence contradictoires s'étendent lentement, progressant à travers la galaxie selon des vecteurs qui ne correspondent à aucun mouvement physique mesurable. Si ces modèles sont exacts, alors la guerre silencieuse entre Slaanesh et Nurgle ne se limite pas à des escarmouches isolées, mais représente une transformation graduelle de la structure même de l'univers, un processus si lent qu'il échappe à la perception mortelle, mais dont l'aboutissement final pourrait être l'effacement de toute distinction entre désir et mort, plaisir et pourriture, existence et néant. Les archives les plus anciennes du Mechanicum, celles datant de l'ère sombre de la technologie et préservées dans les volts de Mars sous scellés cryptographiques, contiennent des références énigmatiques à ce que les anciens technomages nommaient l'équation d'annulation. Ces fragments de données, rédigés dans des langages de programmation perdus depuis des millénaires, décrivent des simulations théoriques menées par des intelligences artificielles aujourd'hui considérées comme abumants. Les IA avaient tenté de modéliser les conséquences d'un affrontement total entre deux entités warp, dont les natures philosophiques s'excluent mutuellement. Les résultats de ces simulations furent jugés si perturbants que les technomages ordonnèrent leur effacement, mais des copies corrompues survécurent dans les couches profondes des banques mémorielles martiennes. Les magies modernes qui ont tenté de reconstruire ces modèles rapportent que les équations s'effondrent invariablement en boucles infinies, les algorithmes incapables de résoudre la contradiction fondamentale entre deux absolus cosmiques. Dans les secteurs où les influences de Slaanesh et Nurgle se chevauchent le plus intensément, les explorateurs ont découvert des phénomènes biologiques qui défient toute taxonomie impériale. Sur la planète désignée Epsilon Mortis 7e, une expédition de l'Adeptus Biologis documenta l'existence de forêts entières dont les arbres croissaient selon des géométries impossibles, leurs troncs s'élevant vers le ciel, tout en s'enfonçant simultanément dans la terre, leurs branches étendues dans des directions qui n'existent pas dans l'espace tridimensionnel conventionnel. La flore présentait des caractéristiques simultanément associées à la vitalité exubérante et à la décomposition terminale, des feuilles d'un vert luminescent qui répandaient néanmoins des spores de putréfaction, des fleurs d'une beauté cristalline exhalant des parfums de charogne sublime. Les biologistes tentèrent de prélever des échantillons, mais découvrirent que les tissus se désintégraient au contact d'instruments de mesure, comme si l'acte même d'observation forçait la matière à choisir entre deux états incompatibles. Les populations mortelles prises dans ces zones subirent des transformations psychologiques profondes et irréversibles. Les colonies humaines d'Epsilon Mortis développèrent une culture entière basée sur la coexistence du plaisir et de la douleur, de la création et de la destruction, sans distinction entre ces concepts. Leur langage évolué fusionnèrent les termes décrivant la naissance et la mort, l'extase et l'agonie, jusqu'à ce que leur communication devienne inintelligible pour les visiteurs extérieurs. Les artistes de ces mondes créaient des œuvres qui changèrent de forme selon la perception de l'observateur. Des sculptures qui semblaient parfaites sous certains angles et horriblement corrompues sous d'autres. Des peintures dont les pigments vieillissaient et rajeunissaient simultanément. Lorsque l'ecclésiarchie tenta d'évangéliser ces populations, les missionnaires découvrirent que les concepts de salut et de damnation avaient perdu tout sens pour des esprits ayant transcendé la distinction entre bien et mal, vie et mort. Les navigateurs de la Navis Nobilite, qui traversèrent régulièrement ces secteurs, rapportèrent des expériences encore plus troublantes. Dans le warp, où leur perception était amplifiée par leur troisième œil, ils percevaient ce qu'ils décrivaient comme des coutures dans la réalité, des lignes de fracture où deux textures incompatibles de l'immatérium se rencontraient sans jamais se mélanger. Le long de ces coutures, des phénomènes impossibles se manifestaient, des courants temporels s'écoulant simultanément dans des directions opposées, des concentrations d'énergie psychique
qui existaient dans des états superposés de formation et de dissolution. Certains navigateurs affirmèrent avoir vu, dans les profondeurs de ces anomalies, des structures qui pourraient être les équivalents warp de champs de bataille. Non pas des espaces où des forces s'affrontent, mais des régions où deux réalités tentent mutuellement de s'annuler, créant des vides ontologiques où même les démons ne peuvent survivre. Les inquisiteurs du Ordo Malleus développèrent des théories concernant la nature de cette guerre cosmique. Leurs grimoires interdits suggèrent que Slaanesh et Nurgle ne s'affrontent pas par choix stratégique, mais par nécessité existentielle, chaque dieu étant la négation fondamentale de l'autre. Slaanesh, incarnation du désir perpétuel, ne peut tolérer l'acceptation passive que Nurgle représente. Nurgle, personnification de l'entropie inévitable, ne peut accepter l'intensification sans fin que Slaanesh exige. Leur conflit n'est donc pas une guerre au sens militaire, mais une contradiction logique manifestée à l'échelle cosmique, un paradoxe qui ne peut être résolu sans détruire les deux termes de l'équation. Les inquisiteurs notent que cette impasse pourrait être la seule raison pour laquelle les deux dieux n'ont jamais engagé leur force totale, non par prudence ou calcul tactique, mais parce qu'un tel engagement détruirait instantanément la trame de réalité qui leur permet d'exister. Les archives contiennent également des rapports concernant des cultes hybrides, des sectes hérétiques, qui tentèrent d'adorer simultanément Slaanesh et Nurgle, cherchant à réconcilier l'inconciliable. Ces cultes ne durèrent jamais longtemps. Les fidèles développaient invariablement des psychoses profondes, leurs esprits incapables de maintenir simultanément deux systèmes de croyances mutuellement exclusifs. Certains sombraient dans des états catatoniques, leur conscience figée entre extase et désespoir. D'autres subirent des mutations physiques catastrophiques, leur corps tentant de se transformer selon deux modèles biologiques incompatibles jusqu'à ce que leur forme se désintègre complètement. Les inquisiteurs qui examinèrent les vestiges de ces cultes notèrent que même les démons refusaient de se manifester dans leur temple, comme si l'espace lui-même était devenu hostile à toute forme d'existence cohérente. Les technoprêtres du Mechanicum élaborèrent des instruments de mesure spécialisés pour quantifier ces anomalies. Leurs détecteurs enregistrèrent ce qu'ils nommèrent oscillations de contradiction, des fluctuations dans la cohérence locale de la réalité qui se produisaient à des fréquences trop rapides pour être perçues consciemment, mais dont les effets cumulatifs transformaient progressivement la structure fondamentale de l'espace-temps. Dans les zones les plus affectées, ces oscillations créaient des poches où les lois physiques changèrent de manière cyclique, passant d'états favorisant l'expansion énergétique à des états imposant la décroissance anthropique des milliers de fois par seconde. Les organismes exposés à ces conditions ne pouvaient survivre, leur processus biologique, dépendant d'une physique stable, s'effondrait sous le stress de lois naturelles constamment changeantes. Les cryptes bibliothèques du Titan mort, vaisseau cathédral de l'Ordo Malleus perdu dans le Warp durant l'hérésie d'Horus et récupéré 3000 ans plus tard dans un état de préservation impossible, contenaient des manuscrits rédigés par des inquisiteurs ayant apparemment survécu à l'intérieur du vaisseau pendant des durées excédant plusieurs vies humaines. Ces textes, écrits dans un high gothique archaïque mêlé de symboles ne correspondant à aucun langage connu, décrivaient des observations directes de ce que les auteurs nommaient la frontière d'incompatibilité. Une région du Warp profond où les domaines de Slaanesh et Nurgle se touchent sans jamais fusionner. Les inquisiteurs rapportaient avoir contemplé des paysages impossibles, des jardins de Nurgle où chaque plante pourrissante possédait une perfection esthétique qui blessait l'œil, des palais de Slaanesh dont les murs cristallins se décomposaient en motifs fractals de moisissures sublimes. Dans ces lieux, affirmant les textes, le concept même de temps perdait toute signification cohérente, les événements se déroulant simultanément vers l'avenir et vers le passé, créant des boucles causales où les conséquences précédaient leurs causes. Les analystes du Mechanicum qui étudièrent ces manuscrits développèrent des théories concernant la nature géométrique du conflit. Leur modèle suggérait que l'immatérium, bien que dépourvu de dimensions spatiales fixes, possède néanmoins une topologie déterminée par les émotions et les croyances des êtres sentients. Dans cette topologie psychique, Slaanesh et Nurgle
occupent des positions fondamentalement antagonistes, non pas comme des territoires adjacents, mais comme des polarités opposées d'un même spectre existentiel. Lorsque leurs influences s'étendent suffisamment pour se rencontrer, elles ne créent pas une zone de transition graduelle, mais une discontinuité abrupte, une faille dans la structure du warp où les règles gouvernant même les royaumes chaotiques cessent de s'appliquer. Les magies calculèrent que ces failles agissent comme des singularités ontologiques, des points où la définition même de l'existence devient indéterminée, ni stable ni changeante, ni créative ni destructrice, mais suspendue dans un état de non-résolution permanente. Les rares témoignages de Space Marines ayant combattu dans ces zones frontalières révèlent des expériences qui brisèrent même les esprits conditionnés de l'Adeptus Astarte. Un capitaine des ultramarines, récupéré seul dans une capsule de sauvetage à la dérive après la disparition de son vaisseau dans une tempête warp, rapporta avoir affronté des démons qui n'appartenaient à aucune classification connue. Ces entités présentaient simultanément les caractéristiques des démonettes de Slaanesh et des Plague-Bearers de Nurgle, leur forme oscillant entre séduction mortelle et putréfaction grotesque, sans jamais se stabiliser dans l'un ou l'autre état. Le capitaine décrivit comment ces coups de boltée traversaient ces créatures sans effet apparent, les projectiles explosifs passant à travers des corps qui existaient et n'existaient pas simultanément. Ses frères de bataille, selon son récit, furent dévorés non par des blessures physiques, mais par une forme d'effacement conceptuel, leurs existences simplement annulées par le contact avec des entités qui violaient les principes fondamentaux de la cohérence causale. Les librarians de plusieurs chapitres, Space Marines, développèrent des protocoles psychiques spécifiques pour résister aux influences de ces zones anomales. Leur technique reposait sur un principe paradoxal. Plutôt que de résister à la contradiction, l'esprit devait apprendre à l'accepter sans tenter de la résoudre, maintenant simultanément des états de conscience mutuellement exclusifs. Cette discipline, nommée méditation de l'impasse, dans les archives des Grey Knights, exigeait des années d'entraînement et brisait invariablement ceux dont la volonté faiblissait, ne serait-ce qu'un instant. Les librarians qui maîtrisaient cette technique rapportaient des expériences de perception fragmentées, leurs esprits existant simultanément dans des états de clarté absolue et de confusion totale, capables de percevoir la réalité sous des angles que le langage humain ne peut décrire. Certains affirmaient avoir entrevu, dans ces états altérés, la véritable nature de la guerre entre Slaanesh et Nurgle, non pas un conflit entre adversaires, mais une relation symbiotique perverse où chaque dieu tire sa définition de l'opposition de l'autre, existant non malgré leurs contradictions, mais précisément à cause d'elles. Les observations astronomiques menées depuis les stations observatoires du Segmentum Obscurus révélèrent que certaines régions de l'espace réel montraient des signes d'infection par ces paradoxes warp. Des systèmes stellaires entiers développaient des anomalies gravitationnelles inexplicables, leurs étoiles pulsant selon des rythmes qui semblaient refléter une lutte entre expansion et contraction, entre fusion nucléaire accélérée et décroissance anthropique. Les planètes de ces systèmes orbitaient selon des trajectoires impossibles, leurs mouvements violant les lois de Kepler, sans pour autant s'effondrer dans le chaos gravitationnel. Les technoprêtres postulèrent que la réalité matérielle elle-même était en train d'être lentement contaminée par la logique contradictoire du warp, que la frontière entre univers physique et immatérium ne s'amincissait pas seulement, mais devenait conceptuellement ambiguë, créant des espaces où les lois naturelles et les lois psychiques coexistaient sans hiérarchie claire. Les populations humaines de ces systèmes affectés développèrent des cultures radicalement étrangères aux normes impériales. Sur certains mondes, les habitants cessèrent de percevoir la mort comme une fin, la considérant plutôt comme une transformation continue vers des états d'être simultanément plus raffinés et plus décadents. Leurs architectures reflétaient cette philosophie. Des cités construites selon des principes qui combinaient la géométrie sacrée et la désintégration organique, des structures qui croissaient et s'effondraient simultanément, maintenues dans un équilibre perpétuel entre construction et ruine. Les artisans de ces mondes créaient des œuvres d'une beauté si terrible qu'elles induisaient des états psychologiques chez les observateurs.
non pas de la folie au sens conventionnel, mais une forme de clarté douloureuse où toutes les contradictions de l'existence devenaient simultanément visibles et insupportables. L'Ecclésiarchie ordonna l'exterminatus de plusieurs de ces planètes, mais les flottes d'exécution rapportèrent que les bombardements cycloniques produisaient des effets imprévisibles. Certaines planètes furent effectivement détruites, tandis que d'autres absorbèrent les frappes et transformèrent l'énergie destructrice en nouvelles formes de vie paradoxales. Les Grey Knights, chapitre Space Marine spécialisé dans la lutte contre les menaces démoniaques, établirent des protocoles spécifiques pour les interventions dans ces zones. Leurs archives tacticales notent que les méthodes conventionnelles d'exorcisme et de bannissement échouent systématiquement face aux entités hybrides nées de la collision entre Slaanesh et Nurgle. Les rituels conçus pour repousser les démons de Slaanesh renforcent paradoxalement les aspects nurglites de ces créatures, tandis que les rites destinés à bannir les servants de Nurgle amplifient leurs caractéristiques Slaaneshies. Les Grey Knights développèrent donc des techniques de bannissement paradoxal, des rituels psychiques conçus pour amplifier simultanément les deux aspects de ces entités jusqu'à ce que leurs contradictions internes les détruisent. Cette approche exigeait une maîtrise psychique extraordinaire et coûtait souvent la vie aux praticiens, leurs esprits consumés par l'effort de maintenir des formules qui violaient les principes mêmes de la logique psychique. Les archives les plus récentes du Mechanicum suggèrent que ces zones d'anomalie ne sont pas statiques, mais s'étendent progressivement à travers la galaxie. Les projections des cogitateurs indiquent qu'au rythme actuel d'expansion, dans approximativement 8000 années, des portions significatives de l'espace réel pourraient être entièrement submergées dans cette logique contradictoire. Les implications de ces calculs furent jugées suffisamment graves pour être transmises directement au haut seigneur de Terra, représentant le Mechanicum, bien que les réponses officielles restent classifiées. Les théoriciens les plus pessimistes suggèrent que cette expansion n'est pas un phénomène accidentel, mais le résultat inévitable de l'existence continue de Slaanesh et Nurgle, que leur simple présence dans le Warp génère une pression constante sur la frontière avec le Matérium, une pression qui finira par transformer l'univers physique en extension de leur conflit éternel et insoluble. Les Volts scellés de Titan, lune sanctuaire des Grey Knights dissimulée dans le Warp par les plus puissants rituels psychiques de l'Imperium, contiennent des artefacts récupérés dans les zones où les influences de Slaanesh et Nurgle se superposent. Ces objets défient toute analyse conventionnelle. Un fragment de pierre, prélevé sur une planète morte du Segmentum Ultima, présente une structure cristalline qui vieillit et rajeunit simultanément selon les observations spectrométriques, ces atomes existant dans des états de décroissance radioactive et de stabilité élémentaire sans transition entre les deux. Les technoprêtres assignés à son étude rapportèrent que leurs instruments de mesure enregistraient des lectures contradictoires, la température de l'échantillon oscillant entre le zéro absolu et plusieurs milliers de degrés Kelvin, sans que la pierre elle-même ne montre de changement physique apparent. Après 3 mois d'exposition prolongée à l'artefact, 7 magies durent être confinées dans des cellules de stase, leurs esprits cybernétiques incapables de réconcilier les données impossibles qu'ils avaient absorbées, leur processus cognitif entré dans des boucles infinies d'erreurs logiques. Les navigateurs de la Navis Nobilite, qui survivent aux traversées de ces secteurs anomaux, développent invariablement ce que les médicailles de la flotte nomment « vision fragmentée », une condition où le troisième œil du navigateur cesse de percevoir le warp comme un flux continu et commence à le voir comme une série de réalités superposées et contradictoires. Ces navigateurs affligés rapportent que chaque route warp existe simultanément dans des états de sécurité absolue et de danger mortel, que les courants de l'immatérium s'écoulent dans toutes les directions à la fois, créant une géométrie de navigation où chaque choix mène simultanément à la destination souhaitée et à la destruction totale. La plupart de ces navigateurs doivent être retirés du service actif, leur utilité compromise par une incapacité à distinguer les chemins viables des trajectoires suicidaires. Certains, cependant, développent une forme d'intuition paradoxale, apprenant à naviguer précisément
en acceptant que toutes les routes sont simultanément correctes et fatales, choisissant leur trajectoire selon des critères qui échappent à l'explication rationnelle. Dans les archives de l'Inquisition se trouvent des rapports concernant des mondes entiers transformés en manifestations physiques de cette guerre conceptuelle. La planète Mortis Deliciae, découverte dans le vide interstellaire entre deux systèmes du Segmentum Pacificus, présentait une biosphère entièrement composée d'organismes impossibles. Les forêts de ce monde produisaient simultanément des fruits d'une saveur si exquise qu'ils induisaient des états de transe chez ceux qui les consommaient, tout en répandant des spores de maladies qui transformaient les tissus organiques en masse tumorale d'une beauté cristalline. Les créatures de Mortis Delicia chassaient et étaient chassées selon des dynamiques écologiques qui violaient tous les principes connus de la sélection naturelle, des prédateurs qui se dévoraient eux-mêmes tout en se reproduisant à des vitesses exponentielles, des proies qui évoluaient vers des formes de plus en plus vulnérables, tout en développant simultanément des mécanismes de défense d'une efficacité absolue. Les biologistes de l'expédition initiale observèrent que l'évolution elle-même semblait fonctionner selon deux modèles contradictoires, produisant des lignées qui progressaient simultanément vers la complexité suprême et la simplicité primordiale. Les habitants humains découverts sur Mortis Deliciae, descendants probables d'une colonie perdue durant l'ère des luttes, avaient développé une société dont la structure sociale reflétait la nature paradoxale de leur monde. Ils ne possédaient aucun concept de hiérarchie stable, chaque individu occupant simultanément toutes les positions sociales possibles. Leurs dirigeants étaient également leurs esclaves, leurs prêtres étaient leurs hérétiques, leurs créateurs étaient leurs destructeurs, sans que ces contradictions génèrent de conflits apparents. Leur langage avait évolué de manière à exprimer des états simultanés, mutuellement exclusifs, comme des vérités simples et non problématiques. Lorsque les missionnaires de l'ecclésiarchie tentèrent de leur enseigner la doctrine impériale, les indigènes acceptèrent immédiatement tous les enseignements, tout en les rejetant totalement, embrassant l'empereur comme sauveur et antéchrist sans percevoir de contradiction. L'inquisiteur supervisant l'opération ordonna finalement l'évacuation de toutes les forces impériales et la mise en quarantaine permanente du système, notant dans son rapport final que Mortis Deliciae représentait non pas une menace militaire conventionnelle, mais une infection conceptuelle capable de corrompre la rationalité elle-même. Les théologiens du conclave d'Ophélia VII organisèrent des symposiums secrets pour débattre des implications philosophiques de ces phénomènes. Leurs discussions, préservées dans des transcriptions chiffrées, révèlent une profonde anxiété concernant la nature même de la réalité impériale. Si Slaanesh et Nurgle pouvaient générer des zones où la logique causale s'effondrait, où les principes fondamentaux de l'existence devenaient négociables, alors sur quelle fondation reposait la certitude de l'impérium? Les théologiens débattirent de la possibilité que l'empereur lui-même, maintenu dans un état entre vie et mort sur le trône d'or, constituait une forme de paradoxe similaire, une existence suspendue entre deux états incompatibles, dont la résolution détruirait l'équilibre précaire de l'impérium. Certains proposèrent que la guerre entre Slaanesh et Nurgle représentait une version macrocosmique du dilemme de l'empereur, que toute l'histoire de l'humanité était une navigation entre des absolus contradictoires qui ne pouvaient être ni réconciliés ni abandonnés. Ces théories furent rapidement déclarées hérétiques, leurs auteurs soumis à des procédures de rééducation. Mais les questions qu'ils soulevèrent continuent de hanter les penseurs les plus profonds de l'ecclésiarchie. Les Chapters Space Marines, stationnés dans les régions affectées, développèrent des modifications doctrinales pour faire face à ces défis. Les Iron Hands, dont la philosophie valorise la logique mécanique et la certitude binaire, subirent des pertes catastrophiques lors de leur première rencontre avec des entités paradoxales, leurs esprits conditionnés incapables d'accepter des phénomènes qui violaient les axiomes fondamentaux de leur compréhension du réel. En contraste, les Blood Angels, habitués aux contradictions internes imposées par la rage noire et la soif de sang qui coexistent avec leur quête de perfection artistique, montrèrent une résilience inattendue. Leurs chapelains développèrent des liturgies qui incorporaient délibérément des paradoxes théologiques, entraînant leurs frères de bataille à maintenir simultanément des croyances contradictoires
sans résolution. Une discipline mentale qui, bien que dangereuse pour la stabilité psychologique à long terme, permettait aux Blood Angels de fonctionner dans des environnements où la cohérence logique était devenue optionnelle. Les archives du Mechanicum contiennent des schémas pour des dispositifs conçus spécifiquement pour détecter et cartographier ces zones d'anomalie. Les détecteurs de dissonance ontologique, développés par l'explorateur Magos Xenith Delta Sept, mesurent les fluctuations dans les constantes physiques fondamentales, identifiant les régions où des valeurs comme la constante de Planck ou la vitesse de la lumière varient de manière rythmique. Les données collectées par ces instruments révèlent des patterns troublants. Les zones affectées ne se distribuent pas aléatoirement à travers la galaxie, mais forment des réseaux géométriques complexes, comme si la collision entre Slaanesh et Nurgle générait des structures dans le warp qui se projettent dans le matérium selon des principes mathématiques encore incompris. Certains théoriciens suggèrent que ces patterns pourraient représenter les équivalents spatiaux de formules logiques que l'univers physique lui-même est en train d'être lentement transformé en équations géantes, exprimant la contradiction fondamentale entre désir éternel et décomposition inévitable. Les astropathes, responsables des communications interstellaires, rapportent que transmettre des messages à travers ces zones affectées produit des corruptions spécifiques dans les transmissions psychiques. Les pensées envoyées arrivent à destination altérée de manière prévisible. Les ordres militaires sont reçus simultanément comme commandements d'attaque et de retraite. Les rapports factuels contiennent des descriptions d'événements qui se sont produits et ne se sont pas produits. Les messages personnels transmettent des émotions simultanément d'amour et de haine, sans nuance entre les deux. Les astropathes eux-mêmes, exposés prolongément à ces distorsions, développent ce qu'ils nomment conscience duale. Un état où leur esprit existe simultanément dans deux configurations mutuellement exclusives, chacune pleinement consciente de l'autre, mais incapable de fusionner en une seule identité cohérente. Ces astropathes duaux deviennent souvent des oracles involontaires, prononçant des prophéties qui se réalisent et ne se réalisent pas simultanément, décrivant des futurs qui existent dans des états de superposition quantique jusqu'à ce que l'observation les force à s'effondrer dans une seule ligne temporelle. S'effondrer dans une seule ligne temporelle. Les implications stratégiques de ces phénomènes préoccupent profondément les hauts seigneurs de Terra. Les flottes impériales opérant dans les secteurs affectés rapportent des difficultés croissantes à maintenir la cohésion tactique lorsque la nature même de la victoire et de la défaite devient ambiguë. Des batailles sont rapportées comme gagnées et perdues simultanément. Des vaisseaux existent dans des états superposés de destruction et d'intégrité. Des populations planétaires sont simultanément libérées et exterminées par les mêmes opérations militaires. Les stratégos de l'Astra Militarum tentent de développer des doctrines de guerre adaptées à ces conditions, mais découvrent que toute planification stratégique devient impossible lorsque les résultats des actions ne suivent plus de relations causales, prévisibles avec les intentions initiales. Certains commandants, confrontés à l'impossibilité de mener des campagnes conventionnelles, ont adopté des approches intuitives et presque mystiques, prenant des décisions tactiques basées sur des critères qui échappent à l'analyse rationnelle, mais qui semblent néanmoins produire des résultats, ou du moins des résultats qui peuvent être interprétés comme favorables, selon certaines perspectives simultanément valides. Les archives scellées du palais impérial sur Terra contiennent un document unique, rédigé de la main même de Malcador, le Sigillite, dans les derniers jours avant son sacrifice au trône d'or. Ce parchemin, conservé dans une stase temporelle et accessible uniquement aux inquisiteurs de rang seigneur, possédant l'autorisation du maître de l'Astronomicon, décrit une conversation que Malcador aurait eue avec l'empereur concernant la nature des dieux du chaos. Selon ce texte, l'empereur aurait exprimé une préoccupation particulière concernant Slaanesh et Nurgle, non pas en tant que menace militaire individuelle, mais comme père conceptuel. Le Sigillite rapporte que l'empereur décrivit ces deux entités comme l'épaule d'une équation que la réalité ne peut résoudre sans s'annuler elle-même, suggérant que leur existence simultanée représentait un danger plus fondamental que les ambitions de Khorne ou les machinations de Tzeentch. Le document se termine abruptement.
les dernières lignes devenues illisibles, comme si l'encre elle-même avait refusé de préserver les mots suivants. Les érudits inquisitoriaux qui ont étudié ce texte notent que les portions lisibles changent subtilement à chaque consultation, certains passages apparaissant ou disparaissant sans explication, comme si le document lui-même existait dans un état de flux constant. Dans les profondeurs du Warp, où même les navigateurs les plus expérimentés refusent de s'aventurer, existent des légendes parmi les possédés et les cultistes de phénomènes qu'ils nomment les jardins de contradiction. Ces récits, extorqués par torture psychique à des hérétiques capturés, décrivent des domaines où les royaumes de Slaanesh et Nurgle se chevauchent physiquement, des espaces impossibles où les palais de plaisir cristallin se fondent avec les marécages putrides sans transition visible. Les démons qui habitent ces lieux, selon ces témoignages, ne servent aucun maître unique, mais existent dans des états de servitude contradictoires, obéissant simultanément aux volontés opposées de deux divinités. Ces entités manifestent des comportements qui brisent les patterns habituels même du chaos démonique, des démonettes dont la séduction prend la forme de maladies voluptueuses, des plague-bearers dont la putréfaction s'organise selon des géométries d'une beauté mathématique insoutenable. Les inquisiteurs du Ordo Malleus débattent de la fiabilité de ces récits, certains les considérant comme des hallucinations induites par la corruption du Warp, d'autres suggérant qu'ils représentent des observations authentiques de régions où les lois gouvernant même l'immatérium se sont effondrées dans l'incohérence totale. Les techno-archéologues du Mechanicum, explorant les ruines de civilisations xénos disparues depuis des millénaires, ont découvert des artefacts suggérant que d'autres espèces avaient rencontré ces phénomènes avant l'humanité. Sur un monde mort du halo oriental, des inscriptions laissées par une race dont le nom s'est perdu décrivent ce qu'ils nommaient la dissolution des certitudes, un événement cosmique durant lequel leur compréhension de la réalité se fragmenta en perspectives contradictoires, irréconciliables. Les glyphes gravés dans une substance cristalline, qui préserve parfaitement l'information depuis des éons, racontent comment leur civilisation se divisa non pas en factions politiques, mais en groupes cognitifs incapables de communiquer parce qu'ils percevaient littéralement des univers différents occupant le même espace. Les dernières inscriptions décrivent des tentatives désespérées pour maintenir une cohérence sociale face à cette fragmentation perceptuelle, suivie d'une déclaration finale suggérant qu'ils choisirent l'extinction collective plutôt que de continuer à exister dans un état de contradiction permanente. Les magis qui étudièrent ces ruines notèrent avec inquiétude que les patterns décrits dans les inscriptions xénos correspondaient exactement aux modèles mathématiques qu'ils avaient développés indépendamment pour prédire les effets d'une guerre entre Slaanesh et Nurgle. Les Eldar, anciens et énigmatiques, possèdent leur propre légende concernant ce que leurs prophètes nomment le paradoxe des jumeaux opposés. Les rares moments où les Farseer Eldar consentent à discuter de ce sujet avec les émissaires impériaux, ils parlent avec une terreur inhabituelle, même pour une race hantée par la création de Slaanesh. Selon leur vision, Slaanesh et Nurgle ne sont pas simplement deux dieux parmi quatre, mais représentent des polarités fondamentales de l'existence psychique elle-même, le désir de transcender les limites contre l'acceptation de la finitude, la quête de l'infini contre l'embrassement du néant. Les Farseer suggèrent que si ces deux forces devaient jamais s'engager dans un conflit total, la résonance psychique de leur affrontement fragmenterait non seulement le Warp, mais altérerait rétroactivement l'histoire elle-même, propageant des ondes de contradiction à travers le temps, jusqu'à remettre en question si certains événements du passé s'étaient réellement produits. Cette perspective temporelle des Eldar, bien que difficile à réconcilier avec la compréhension impériale de la causalité, trouve un écho troublant dans certaines anomalies chronologiques documentées par les chroniqueurs impériaux. Des événements historiques dont les enregistrements varient selon les sources, non pas en détails mineurs, mais en nature fondamentale, comme si le passé lui-même existait dans des états superposés. Les Chapters Space Marines, ayant combattu prolongément dans ces zones, développent des rituels pour préserver l'identité de leurs frères de bataille. Les Dark Angels, dont les traditions de secret et de compartimentalisation s'étendent sur 10 millénaires, créèrent des litanies de cohérence, des prières répétées
rituellement, qui réaffirme l'identité unique du Space Marine et sa loyauté indivisible envers l'empereur. Ces litanies, récitées dans un rythme méditatif précis, servent de point d'ancrage cognitif, permettant aux Astartes de maintenir une conscience unifiée même lorsqu'exposés à des influences qui tenteraient de fragmenter leur esprit en perspectives contradictoires. Les chapelains qui administrent ces rituels rapportent néanmoins des cas troublants, où des Battle Brothers, après des expositions prolongées, commencent à répondre aux litanies avec des variantes subtiles, comme si une version alternative d'eux-mêmes émergeait progressivement, partageant les mêmes souvenirs, mais les interprétant selon des cadres moraux et tactiques incompatibles. Ces Space Marines dédoublés doivent souvent être placés en stase pénitentielle, leur conscience fragmentée, jugée trop instable pour le service actif, mais trop précieuse pour être simplement exécutée. Les savants de l'Adeptus Mechanicus Biologis ont développé des théories concernant l'impact de ces zones sur l'évolution biologique elle-même. Leurs observations suggèrent que l'exposition prolongée aux influences contradictoires de Slaanesh et Nurgle modifie les mécanismes fondamentaux de la sélection naturelle. Dans les environnements affectés, les mutations ne suivent plus de trajectoires adaptatives cohérentes, mais génèrent simultanément des traits qui augmentent et diminuent la survie, créant des organismes qui prospèrent et périssent dans la même mesure. Les biologistes ont documenté des cas d'espèces entières entrant dans ce qu'ils nomment spirales évolutives paradoxales, des cycles où chaque génération développe simultanément des adaptations plus sophistiquées et des vulnérabilités plus graves, progressant vers la perfection et l'extinction sans jamais atteindre ni l'une ni l'autre. Ces spirales génèrent parfois des formes de vie d'une complexité extraordinaire qui survivent pendant des périodes impossiblement brèves avant de s'effondrer sous le poids de leurs propres contradictions internes, laissant derrière elles des fossiles dont la datation par radiocarbone produit des résultats incohérents, suggérant qu'ils sont simultanément anciens, de millions d'années, et nouvellement formés. Les populations humaines exposées à ces influences développent non seulement des altérations psychologiques, mais des modifications neurologiques mesurables. Les autopsies menées sur des habitants de mondes affectés révèlent des structures cérébrales impossibles, des neurones formant simultanément des synapses et des ruptures synaptiques, des régions corticales montrant des signes d'hyperactivité et de nécrose, sans que ces états ne se résolvent en l'un ou l'autre. Les cogitateurs médicaux chargés d'analyser ces données entrent fréquemment en erreur fatale, leurs algorithmes incapables de traiter des informations biologiques qui violent les axiomes fondamentaux de la physiologie. Certains neurologues impériaux ont proposé que ces cerveaux altérés représentent une forme d'évolution forcée vers un état cognitif capable de percevoir et de traiter nativement des contradictions logiques, une adaptation qui permettrait à l'esprit humain de fonctionner dans une réalité où les lois de la logique classique ne s'appliquent plus. Cette proposition fut immédiatement déclarée tech hérésie, ses auteurs soumis à la lobotomisation, mais les données qu'ils collectèrent continuent de circuler dans les réseaux clandestins du Mechanicum, étudiées par des magis hérétiques qui croient que l'avenir de l'humanité pourrait exiger précisément ce type de transformation cognitive. Les implications stratégiques à long terme préoccupent les analystes les plus visionnaires de l'Imperium. Si les zones d'influence contradictoires continuent de s'étendre au rythme actuel, et si les populations humaines s'adaptent progressivement à ces conditions, alors l'humanité elle-même pourrait se diviser en branches évolutives divergentes, une fraction maintenant la cohérence logique traditionnelle, une autre évoluant vers des modes de pensée capables d'embrasser la contradiction. Cette perspective soulève des questions théologiques troublantes concernant la nature de l'âme humaine et la protection de l'empereur. Les débats secrets parmi les théologiens les plus élevés de l'ecclésiarchie tournent autour de la question de savoir si l'empereur, même dans sa sagesse infinie, pourrait protéger des âmes qui existent simultanément dans des états spirituels mutuellement exclusifs, ou si de tels êtres transcenderaient les catégories mêmes de salut et de damnation autour desquelles la foi impériale est construite. Les volts temporellement scellés d'Hydrafur, siège administratif du Segmentum Pacificus, préservent des témoignages recueillis auprès de navigateurs ayant traversé ce que les cartes Warp désignent pudiquement comme
zone de flux instable. Ces récits, transcrits par des serviteurs scribes sous serment de silence absolu, décrivent des expériences qui défient toute cartographie conventionnelle de l'immatérium. Un navigateur primaris de la maison Belisarius rapporta avoir observé ce qu'il nomma les courants de non-résolution, des flux warp qui ne s'écoulaient ni vers l'avenir ni vers le passé, mais existaient dans un état temporel perpétuellement suspendu. À l'intérieur de ces courants, affirma-t-il, flottèrent les épaves de vaisseaux qui avaient été détruits et jamais construits, occupés par des équipages simultanément vivants et morts depuis des siècles, accomplissant des missions qui avaient réussi et échoué sans distinction entre ces résultats. Le navigateur décrivit comment son propre vaisseau sembla, durant un moment impossible à quantifier, faire partie simultanément de cette flotte fantôme et continuer sa route normale, son esprit percevant deux réalités superposées jusqu'à ce que la transition warp soit complétée et qu'une seule ligne temporelle s'impose, bien qu'il ne pût jamais déterminer avec certitude laquelle était réelle. Les Mechanicum ont établi des stations d'observation aux limites des zones les plus affectées, des forteresses monastères orbitales équipées d'instruments de mesure conçus pour fonctionner dans des conditions où les lois physiques deviennent suggestions plutôt que contraintes. Les magies assignées à ces postes subissent des rotations strictement limitées à 3 mois terriens, après quoi ils doivent être relevés et soumis à des procédures de recalibration cognitive. Des rituels technologiques destinés à réinitialiser leur processus de pensée selon les paramètres de la logique binaire conventionnelle. Malgré ces précautions, le taux d'attrition parmi ces observateurs reste alarmant. Les rapports finaux de magie ayant complété leur rotation décrivent fréquemment une forme de nostalgie troublante pour les états paradoxaux qu'ils observaient, une sensation qu'ils décrivent comme le sentiment d'avoir entrevu une vérité plus complète que celle accessible à travers la logique normale. Certains demandent explicitement à retourner en poste, affirmant que leur compréhension du mécanicum divin s'est approfondie d'une manière qu'ils ne peuvent articuler dans le langage technique standard. Ces requêtes sont invariablement refusées, les magies concernées réaffectées à des positions éloignées de toute anomalie warp. Mais les taux de dysfonctionnement psychologique parmi ces individus demeurent significativement élevés des décennies après leur exposition. Les archives xénologiques contiennent des références fragmentaires à une race aujourd'hui disparue, que les érudits impériaux désignent provisoirement comme les architectes de synthèse. Les seuls vestiges de cette civilisation sont des structures découvertes flottant dans le vide interstellaire, des constructions qui semblent avoir été conçues spécifiquement pour exister aux intersections de réalités contradictoires. Ces édifices présentent des propriétés architecturales impossibles, des corridors qui montent et descendent simultanément, des chambres dont les volumes intérieurs excèdent leurs dimensions extérieures sans recourir à la technologie dimensionnelle, des surfaces qui réfléchissent la lumière tout en l'absorbant totalement. Les équipes d'exploration du Mechanicum qui pénétrèrent ces structures rapportèrent des expériences de désorientation profonde, leurs sens percevant des géométries qui ne peuvent exister dans l'espace euclidien, mais qui semblaient néanmoins fonctionnelles et intentionnelles. Les glyphes découverts à l'intérieur, lorsque partiellement déchiffrés, suggèrent que les architectes avaient développé une philosophie entière, basée sur ce qu'ils nommaient l'harmonie par contradiction. La conviction que la vérité ultime résidait non pas dans la résolution des paradoxes, mais dans leur acceptation et leur célébration simultanée. Les derniers enregistrements traduisibles suggèrent que cette race choisit volontairement de migrer entièrement dans les zones de chevauchement entre Slaanesh et Nurgle, considérant ces espaces comme l'aboutissement logique de leur évolution philosophique. Les sororitas de l'Adepta Sororitas, dont la foi absolue en l'empereur constitue leur armure psychique la plus efficace, ont développé des doctrines spécifiques pour maintenir cette foi face aux contradictions manifestées dans ces zones. Les dialogues de l'ordre ont composé des cantiques paradoxaux, des hymnes dont les paroles affirment simultanément des vérités théologiques opposées sans tenter de les réconcilier, entraînant les sœurs de bataille à maintenir une dévotion absolue, même lorsque confrontées
à des réalités qui sembleraient nier les fondements de leur foi. Ces cantiques sont structurés selon des principes musicaux qui induisent des états de transe méditative, permettant à l'esprit d'accepter des propositions contradictoires sans chercher à les résoudre. Les sororitas qui maîtrisent cette discipline rapportent des expériences mystiques où elles perçoivent l'empereur comme simultanément vivant et mort, souffrant et triomphant, présent et absent, sans que ces contradictions ne diminuent leur dévotion. Au contraire, elles affirment que ces paradoxes révèlent une dimension de sa divinité inaccessible à la compréhension rationnelle ordinaire. L'Ecclésiarchie observe ces développements avec une inquiétude prudente, reconnaissant leur efficacité tactique, tout en questionnant leurs implications théologiques à long terme. Les populations civiles des mondes frontaliers développent leurs propres adaptations culturelles. Sur certaines planètes, des langages entiers ont évolué pour incorporer grammaticalement la contradiction. Des systèmes linguistiques où chaque énoncé possède intrinsèquement une forme affirmative et négative simultanée, où les verbes existent dans des temps qui ne sont ni passés, ni présents, ni futurs, mais des superpositions de temporalité. Les enfants nés dans ces cultures acquièrent naturellement la capacité de penser dans ces cadres paradoxaux, leur cerveau se développant selon des architectures neuronales légèrement différentes de la norme humaine. Les observateurs impériaux notent avec inquiétude que ces populations montrent une résistance accrue à la corruption du chaos conventionnel. Les tentations habituelles des démons semblent moins efficaces contre des esprits qui perçoivent déjà la réalité comme fondamentalement ambiguë. Paradoxalement, cette résistance s'accompagne d'une vulnérabilité différente. Ces populations semblent incapables de maintenir les certitudes absolues qui constituent le fondement de la foi impériale. Leur acceptation native de la contradiction, les rendant imperméables aux dogmes qui exigent une adhésion sans réserve à des vérités uniques. Les stratèges militaires de l'Astra Militarum, confrontés à la nécessité de pacifier ou de défendre ces régions, ont développé des doctrines tactiques radicalement divergentes des manuels standards du Tactica Imperium. Le général-commandeur Vaskovich, vétéran de 40 années de campagne dans le Segmentum Obscurus, compila un traité classifié intitulé « Principes de guerre dans les théâtres paradoxaux ». Ce document, jamais officiellement approuvé mais circulant clandestinement parmi les officiers supérieurs, propose que les opérations militaires dans ces zones doivent abandonner les concepts traditionnels d'objectifs définis et de victoires mesurables. Vaskovich argumente que dans des environnements où chaque action génère simultanément son succès et son échec, la stratégie doit se concentrer non pas sur l'atteinte de résultats spécifiques, mais sur le maintien de ce qu'il nomme l'équilibre opérationnel. Un état où les forces impériales restent de fonctionnelles et cohérentes même lorsque leurs missions perdent toute définition claire. Les critiques de cette approche l'accusent non d'être essentiellement nihiliste, une capitulation devant les forces du chaos, déguisée en sophistication tactique. Ses partisans répondent qu'elle représente la seule doctrine réaliste pour des conflits où les catégories mêmes de victoire et défaite ont cessé d'avoir un sens stable. Les astropathes, qui maintiennent les communications à travers ces régions, développent leurs propres adaptations professionnelles. Les chœurs astropathiques de certaines stations relais ont adopté une pratique nommée transmission en superposition, une technique où le même message est envoyé simultanément dans des formes contradictoires, permettant au récepteur de percevoir toutes les versions possibles et de sélectionner celle qui correspond le mieux à sa propre réalité locale. Cette méthode viole tous les protocoles standards de communication astropathique, mais s'est avérée la seule manière fiable de transmettre des informations cohérentes à travers des zones où la nature même de l'information devient instable. Les astropathes pratiquant cette technique rapportent qu'elle exige un type de discipline mentale entièrement différent de leur entraînement traditionnel. Plutôt que de concentrer leur volonté psychique pour projeter un message unique et clair, ils doivent apprendre à fragmenter intentionnellement leur conscience, générant simultanément de multiples versions du même contenu sans permettre à ces versions de se recombiner prématurément. Le taux d'épuisement psychique parmi ces astropathes est dramatiquement élevé,
leur espérance de service active rarement excédant 5 années avant qu'ils ne doivent être retirés et placés en isolation contemplative permanente. Les implications philosophiques de ces phénomènes ont donné naissance à des hérésies subtiles au sein même des institutions impériales. Une école de pensée clandestine parmi certains inquisiteurs radicaux propose que l'impérium lui-même pourrait bénéficier d'incorporer délibérément certains aspects de cette logique paradoxale, que la rigidité doctrinale qui a préservé l'humanité pendant 10 millénaires pourrait devenir un handicap fatal dans une galaxie où les lois de la réalité deviennent négociables. Ces penseurs, qui se désignent eux-mêmes comme pragmatistes du paradoxe, suggèrent que l'évolution cognitive observée dans les populations frontalières n'est pas une corruption à éradiquer, mais une adaptation nécessaire que l'humanité doit embrasser pour survivre. Leur théorie reste profondément hérétique, circulant uniquement dans les réseaux les plus secrets de l'Inquisition. Mais elles trouvent un écho troublant parmi les individus ayant été personnellement exposés aux zones affectées. Une corrélation qui suggère que l'exposition elle-même pourrait altérer les convictions fondamentales, même des serviteurs les plus dévoués de l'empereur. Les cryptes archives de l'Ordo Chronos, la branche perdue de l'Inquisition dont l'existence même demeure contestée dans les registres officiels, contiendraient, selon certaines légendes des chronomètres paradoxaux, des dispositifs de mesure temporelle récupérés dans les zones où Slaanesh et Nurgle exercent leurs influences contradictoires. Ces instruments, si les récits fragmentaires méritent crédit, ne mesurent pas le passage du temps de manière linéaire, mais enregistrent simultanément des durées incompatibles pour les mêmes événements. Un chronomètre particulier, mentionné dans les confessions d'un inquisiteur exécuté pour hérésie temporelle, aurait mesuré une bataille spatiale, comme durant simultanément 3 minutes et 87 années. Les deux mesures étant également exactes, selon des cadres de référence qui coexistent sans se contredire dans la perception normale, mais qui deviennent simultanément visibles sous certaines conditions d'observation. Les technoprêtres qui auraient tenté d'analyser ces dispositifs rapportèrent que leurs mécanismes internes violaient non seulement les lois de la physique, mais semblaient anticiper et incorporer les tentatives même de les mesurer, leurs engrenages se réorganisant en réponse à l'observation comme s'ils possédaient une forme de conscience précognitive des intentions de l'observateur. Dans les bibliothèques interdites de certains Chapters Space Marines, particulièrement ceux dont les lignées génétiques présentent des instabilités psychiques, comme les Blood Angels ou les Space Wolves, existent des manuscrits décrivant des rencontres avec ce que les auteurs nomment « frères d'ombres paradoxaux ». Ces récits relatent des batailles où des Space Marines affrontèrent des versions alternatives d'eux-mêmes. Non pas des clones ou des imposteurs, mais des manifestations littérales de possibilités non réalisées, des incarnations de choix différents cristallisés en forme physique temporaire par les distorsions du warp. Un sergent des Flesh Terrors décrivit un combat contre une version de lui-même qui avait succombé à la rage noire lors d'une bataille antérieure, cette version alternative existant simultanément avec son moi actuel qui avait survécu à cette même bataille. Le manuscrit relate comment le sergent dut accepter que les deux résultats étaient également réels, que sa survie et sa mort coexistaient dans des lignes temporelles superposées, et que seule son acceptation de cette contradiction lui permit de dissiper la manifestation. Ces témoignages sont généralement traités comme des allégories spirituelles plutôt que des rapports factuels, mais leur prolifération à travers des chapters sans contact apparent suggère qu'ils pourraient décrire des phénomènes authentiques rencontrés indépendamment par de multiples témoins. Les explorations menées dans les profondeurs des épaves spatiales dérivant dans les zones affectées ont révélé des transformations structurelles qui défient l'ingénierie conventionnelle. Les vaisseaux exposés prolongément aux influences contradictoires développent ce que les technoprêtres nomment architecture fluide. Leurs couloirs se réorganisent spontanément selon des configurations qui changent en fonction du parcours de l'observateur, créant des topologies impossibles où la distance entre deux points varie selon la direction du voyage. Les équipes de récupération du Mechanicum rapportent des expériences troublantes dans ces épaves, des membres d'équipes se perdant dans des sections de vaisseaux cartographiés comme contenant seulement 3 compartiments, mais révélant des centaines de chambres lors de l'exploration effective,
ou inversement, des coursives s'étendant sur des kilomètres, selon les mesures instrumentales, mais traversables en quelques pas. Plus inquiétant encore, certains récupérateurs découvrirent leurs propres cadavres dans ces épaves, des corps présentant exactement les mêmes modifications cybernétiques et portant les mêmes équipements, morts dans des circonstances qui n'étaient pas encore survenues, mais qui semblaient néanmoins inévitables, comme si le vaisseau contenait des fragments de futurs possibles, figés dans l'espace physique. Les populations serviles maintenues dans les sous-ponts des vaisseaux impériaux, transitant régulièrement à travers ces régions, développent des mutations culturelles et psychologiques distinctes. Ces communautés, isolées pendant des générations, dans les entrailles de navires, soumises à des expositions répétées aux anomalies warp, ont créé des systèmes de croyances syncrétiques, fusionnant la doctrine impériale avec des cosmologies paradoxales. Leurs prêtres non sanctionnés prêchent que l'empereur existe simultanément dans tous les états possibles, vivant et mort, triomphant et souffrant, présent dans le matérium et transcendant dans le warp, et que cette multiplicité d'états constitue précisément sa divinité. Ces théologies y sont techniquement hérétiques selon la doctrine ecclésiarchique orthodoxe, mais les chapelains de vaisseaux les tolèrent souvent tacitement, reconnaissant qu'elles semblent conférer une forme de résilience psychologique qui protège ces populations contre les corruptions plus évidentes du chaos. Les études sociologiques menées discrètement par certains inquisiteurs suggèrent que ces serviteurs manifestent des taux anormalement bas de possession démoniaque et de folie warp, comme si leur acceptation native de la contradiction les immunisait contre les tentations qui reposent sur des promesses de certitude ou de résolution. Les Aeldari de la voie Innari, qui cherchent à transcender la dichotomie traditionnelle entre vie et mort, observent ces développements avec un intérêt mêlé d'appréhension. Leurs autarques rapportent que les zones d'influence contradictoire perturbent leur propre méthode de prédiction, la toile elle-même montrant des anomalies aux intersections avec ces régions. Les Farcers Inari décrivent des visions fragmentées où les skeins du destin, les fils de probabilité qu'ils manipulent habituellement avec une précision artisanale, deviennent des nœuds inextricables de possibilités simultanées qui refusent de se résoudre en futurs uniques. Cette perturbation présente à la fois un danger et une opportunité dans leur philosophie. Un danger parce qu'elle menace leur capacité à naviguer le futur, avec la précision nécessaire à leur survie en tant que race diminuée. Une opportunité parce qu'elle suggère l'existence de chemins vers des états d'être qui transcendent les catégories binaires conventionnelles de l'existence. Certains prophètes Inari spéculent que si leur dieu Inéad parvient à pleinement s'éveiller, sa nature fondamentalement paradoxale, née de la mort collective des Aeldari pour incarner leur renaissance, pourrait lui permettre d'opérer précisément dans ces espaces de contradiction où les autres entités warp perdent leur cohérence. Les recherches menées dans les obscures archives du Calixis Sector ont révélé des références à une organisation nommée la Confrérie de l'équilibre brisé, un culte éradiqué durant le M38 mais dont les doctrines furent préservées dans les dossiers inquisitoriaux. Cette secte professait que Slaanesh et Nurgle n'étaient pas des entités séparées, mais des aspects complémentaires d'une réalité plus profonde, que le désir de transcendance et l'acceptation de la dissolution représentaient les deux faces d'une même vérité cosmique. Les membres de la confrérie pratiquaient des rituels conçus pour invoquer simultanément les deux puissances, créant temporairement des zones où leurs influences se superposaient. Les rapports d'Exterminatus décrivant la purge finale de cette secte mentionnent des phénomènes troublants. Des planètes entières transformées en espace où la matière elle-même semblait indécise concernant son état d'agrégation, des populations entières figées dans des poses suggérant simultanément l'extase et l'agonie terminale, des structures architecturales qui continuaient à croître et à se décomposer des siècles après la mort de leurs bâtisseurs. Les inquisiteurs responsables de la purge recommandèrent que les coordonnées des mondes affectés soient effacées de toutes les cartes stellaires et placées sous un interdit de navigation permanente, suggestion qui fut implémentée avec une urgence inhabituelle. Les légions traîtresses, serviteurs corrompus du chaos depuis l'hérésie d'Horus, manifestent leur propre réaction face à ces zones paradoxales. Les rapports fragmentaires suggèrent que même les Astartes renégats
trouvent ces régions profondément perturbantes, leur dévotion aux puissances de la ruine compliquée par des espaces où les distinctions entre les dieux deviennent floues. Un interrogatoire d'un word-bearer capturé révéla que certaines bandes de guerre évitent délibérément ces secteurs, les considérant comme blasphématoires non pas contre l'impérium, mais contre l'ordre même du chaos, une affirmation qui suggère que même les servants des dieux sombres reconnaissent dans ces phénomènes quelque chose de fondamentalement perturbateur pour leur cosmologie. D'autres, particulièrement parmi les warbands les plus nihilistes, cherchent activement ces zones, les percevant comme des lieux de révélation ultime, où même les certitudes du chaos se dissolvent dans une ambiguïté encore plus profonde. Les sorcereurs qui pénètrent ces régions rapportent des visions qui fragmentent leur compréhension des dieux qu'ils servent, percevant Slaanesh et Nurgle, non comme des maîtres distincts, mais comme des manifestations d'un principe plus abstrait qu'ils ne possèdent pas de langage pour décrire. Les implications biologiques, à long terme, commencent à se manifester dans les populations ayant subi plusieurs générations d'exposition. Les généticiens de l'Adeptus Mechanicus Biologis documentent l'émergence de lignées présentant des modifications héréditaires dans leur structure neurologique et endocrinienne. Ces mutations ne correspondent à aucun pattern de corruption du chaos conventionnel. Elles ne transforment pas leurs porteurs en monstres ou en possédés, mais altèrent subtilement leur mode de perception et de cognition. Les enfants nés de ces lignées manifestent dès la petite enfance une capacité à maintenir simultanément des croyances contradictoires sans stress cognitif, à percevoir des patterns dans ce qui apparaît comme chaos aléatoire aux observateurs normaux et à naviguer intuitivement des environnements dont la géométrie viole la logique euclidienne. Les tests psychologiques standards échouent à évaluer ces individus de manière cohérente, leurs réponses générant des profils qui indiquent simultanément une santé mentale parfaite et des psychoses profondes selon les mêmes critères diagnostiques. L'Adeptus Terra n'a pas encore formulé de politique officielle concernant ces populations. Elles ne sont pas ouvertement corrompues au point de justifier l'exterminatus, mais elles représentent une divergence du modèle humain standard, suffisamment significative pour soulever des questions concernant leur statut sous la protection de l'empereur. Les archives les plus anciennes du temple de l'Astronomicon sur Terra contiennent des enregistrements fragmentaires de perturbations dans le phare psychique lui-même. Des moments fugaces où la lumière guidant les navigateurs à travers la galaxie sembla se fragmenter en faisceaux contradictoires. Ces incidents, survenant à des intervalles irréguliers sur plusieurs millénaires, présentent des caractéristiques communes troublantes. L'Astronomicon émit simultanément des signaux indiquant des positions spatiales mutuellement exclusives, comme si la source elle-même existait dans des états de superposition géographique. Les maîtres-cœurs responsables du maintien du phare durant ces épisodes rapportèrent des expériences mystiques profondes, percevant l'empereur non pas comme une présence unique, mais comme une multiplicité infinie d'états conscientiels superposés, chacun parfaitement cohérent, mais incompatible avec les autres. Les théologiens de l'Adeptus Ministerum qui étudièrent ces rapports proposèrent diverses interprétations, certains suggérant que ces moments révélaient la véritable nature omnitemporelle de l'empereur, d'autres les considérant comme des tentatives d'entités warp de corrompre la perception du phare. Aucune conclusion définitive ne fut jamais établie, les données elles-mêmes devenant progressivement corrompues dans les archives, certains enregistrements se modifiant spontanément entre consultations, comme si l'histoire elle-même demeurait instable concernant ces événements. Les Death Watch, vétérans d'élite rassemblés de tous les chapters pour combattre les menaces Xenos, ont développé des protocoles spécifiques pour les opérations dans ce qu'ils désignent comme théâtre de cohérence compromise. Leurs kill teams, assignés à ces missions, subissent un conditionnement psychologique additionnel visant à renforcer leur sens d'identité personnelle et leur adhésion aux certitudes fondamentales de leur foi. Ces protocoles incluent des rituels de réaffirmation, effectués à intervalles réguliers durant les missions, où chaque membre de l'équipe récite non seulement les litanies standards, mais également des déclarations personnalisées établissant leur histoire individuelle
leurs accomplissements vérifiables et leur lignée génétique. Les Watch Captains notent que malgré ces précautions, les taux de perte psychologique dans ces opérations excèdent significativement ceux des missions conventionnelles. Certains Battle Brothers reviennent avec des souvenirs fragmentés de batailles qu'ils ont simultanément gagnés et perdus, portant des cicatrices de blessures qu'ils n'ont pas subies, ou manquant de souvenirs d'événements que leurs caméras casques ont enregistrés sans ambiguïté. La Death Watch maintient des facilités de quarantaine spéciales pour ces vétérans, des monastères-forteresses isolés, où ils peuvent exister sans mettre en danger leurs frères de bataille. Leur service honoré, mais leur présence trop déstabilisante pour une réintégration complète. Les cultes hérétiques, opérant dans les zones affectées, manifestent des organisations qui défient les taxonomies conventionnelles de corruption. Les inquisiteurs du Ordo Hereticus rapportent l'existence de sectes qui semblent adorer simultanément Slaanesh et Nurgle, sans percevoir de contradiction dans cette dévotion duale. Contrairement aux cultes hybrides antérieurs, qui s'effondrèrent rapidement dans la folie, ces nouvelles congrégations maintiennent une stabilité troublante, leurs membres fonctionnant apparemment normalement tout en pratiquant des rituels qui invoquent des aspects mutuellement exclusifs des deux dieux. Les temples découverts lors de purges révèlent des iconographies impossibles, des autels simultanément ornés de symboles de perfection esthétique et de marqueurs de décomposition, des idoles dont les formes semblent varier selon l'angle d'observation entre beauté sublime et hideur repoussante, sans jamais se fixer dans l'un ou l'autre état. Les fidèles interrogés sous torture et contrôle mental décrivent leurs expériences religieuses en termes que les linguistes peinent à traduire, parlant de dissolution perfectionnée et d'extase putrescente, comme de concepts parfaitement sensés et non contradictoires. Les méthodes d'éradication conventionnelles s'avèrent souvent inefficaces. Les membres exécutés semblent accepter simultanément leur mort comme martyrs et comme libération, leurs dernières paroles exprimant joie et désespoir dans la même respiration. Les navigateurs qui survivent à des expositions prolongées à ces zones développent parfois ce que la Navis Nobilite nomme officieusement le regard fragmenté permanent, une condition où leur troisième œil cesse de pouvoir percevoir le warp comme un espace unifié et le voit désormais comme une superposition constante de réalités contradictoires. Ces navigateurs deviennent paradoxalement à la fois plus et moins efficaces. Ils peuvent percevoir des routes à travers le warp que leurs collègues ne détectent pas, trouvant des passages dans ce qui semble être des tempêtes impénétrables, mais ils perdent progressivement la capacité de communiquer leurs perceptions de manière compréhensible aux autres. Leurs journaux de bord deviennent des documents étranges, rédigés dans un langage qui mélange les coordonnées spatiales standards avec des notations apparemment inventées, décrivant des dimensions qui n'existent pas dans la cartographie conventionnelle. Certaines maisons de navigateurs considèrent ces individus comme des ressources précieuses, les réservant pour les missions les plus désespérées, où les routes conventionnelles ont échoué. D'autres les retirent discrètement du service, les considérant comme corrompus au-delà de l'utilité. Bien que la nature exacte de cette corruption demeure débattue, ils ne manifestent aucun signe d'adoration des puissances de la ruine, leur loyauté envers l'empereur restant apparemment intacte. Mais leur perception fondamentale de la réalité a été transformée d'une manière qui échappe aux catégories théologiques établies. Les Forge Worlds du Mechanicum, situés à proximité des zones affectées, rapportent des anomalies dans leur processus de manufacture. Les chaînes d'assemblage produisent occasionnellement des composants qui présentent simultanément des tolérances perfectionnées et des défauts catastrophiques, des pièces qui passent et échouent les tests de qualité selon les mêmes mesures exactes. Les technoprêtres ont développé des protocoles de vérification en superposition, testant chaque composant de multiples manières et n'acceptant que ceux dont les résultats convergent vers un état unique et cohérent. Ce processus ralentit dramatiquement la production et augmente les coûts de manière significative, mais les alternatives, accepter des composants paradoxaux ou rejeter l'ensemble de la production, se sont avérées intenables. Plus troublant encore, certains magis rapportent que leurs propres augmentations cybernétiques commencent à manifester des comportements étranges après une exposition prolongée, leurs implants fonctionnant et dysfonctionnant simultanément,
leurs interfaces neuronales transmettant des données cohérentes et corrompues, sans distinction entre les deux états. Les archimagis ont ordonné des rotations strictes du personnel et des rituels de purification technologique intensifiés. Mais ces mesures montrent une efficacité variable, comme si la corruption, si c'est bien de corruption qu'il s'agit, opérait à un niveau trop fondamental pour être adressée par les protocoles conventionnels. Les armées de la garde impériale déployées dans ces régions développent des cultures régimentaires distinctes, marquées par ce que les commissaires décrivent avec inquiétude comme pragmatisme paradoxal. Les soldats apprennent à accomplir leurs devoirs tout en acceptant que leurs actions puissent simultanément réussir et échouer, que leurs victoires et défaites coexistent dans des superpositions qui ne se résolvent pas nécessairement en résultats uniques. Cette attitude se manifeste dans leur chant de marche, qui célèbre simultanément la gloire de l'empereur et l'inévitabilité de la mort sans percevoir de tension entre ces thèmes. Les commissaires tentent de maintenir la discipline orthodoxe par des exécutions exemplaires, mais découvrent que même cette mesure perd de son efficacité. Les soldats exécutés pour défaitisme sont pleurés et honorés simultanément, leurs morts perçues comme justes et injustes, sans que cette contradiction génère de ressentiment contre l'autorité. Les généraux commandant ces régiments rapportent que malgré cette dérive idéologique troublante, l'efficacité au combat demeure étonnamment élevée, comme si l'acceptation de la contradiction conférait une forme de résilience psychologique protégeant contre le désespoir conventionnel qui brise souvent les troupes impériales face à des adversités prolongées. Les rogue traders, dont les chartes leur confèrent une autonomie extraordinaire pour explorer les régions au-delà des frontières impériales établies, ont commencé à cartographier ce qu'ils nomment les routes paradoxales, des corridors warp qui traversent les zones d'influence contradictoires et qui, selon certains rapports, permettent des transits impossibles. Des dynasties, comme les von Valancius et les Corda, murmurent dans leurs salons privés de routes commerciales secrètes qui connectent des secteurs séparés par des dizaines de milliers d'années-lumière de tempêtes warp, normalement infranchissables, exploitables uniquement par ceux qui ont appris à naviguer en acceptant simultanément des trajectoires contradictoires. Ces routes exigeraient que le vaisseau accepte d'être simultanément en plusieurs endroits, suivant des vecteurs multiples qui se résolvent en une seule destination uniquement à l'émergence du warp. Les récits de ces traversées circulent comme légendes semi-mythiques parmi les équipages des vaisseaux de commerce, des histoires de fortunes faites et perdues dans le même voyage, de marchandises qui arrivent à destination avant d'avoir été chargées, de navires qui complètent leur mission des décennies avant de les commencer. L'Adeptus Terra nie officiellement l'existence de telles routes, mais certains analystes du Administratum notent des anomalies dans les registres de commerce qui suggèrent que des marchandises transitent effectivement à travers des routes qui ne devraient pas exister selon la cartographie officielle. Les implications stratégiques à très long terme préoccupent les cercles les plus élevés de l'Imperium. Si ces zones continuent de s'étendre et si les populations humaines continuent de s'adapter, l'humanité pourrait éventuellement se diviser en sous-espèces cognitives distinctes, ceux maintenant la logique conventionnelle et ceux opérant selon des cadres paradoxaux. Cette divergence soulève des questions existentielles concernant l'unité de l'espèce humaine et la nature de la protection de l'empereur. Les débats théologiques les plus secrets tournent autour de la question de savoir si ces humains adaptés demeurent pleinement humains au sens défini par l'empereur, si leurs âmes peuvent toujours être guidées par l'astronomicum, si leur dévotion, bien que sincère, peut être acceptée lorsqu'elle embrasse des contradictions que la doctrine orthodoxe rejette comme impossibles. Aucune réponse définitive n'a été formulée, les hauts seigneurs préférant temporiser, espérant peut-être que le problème se résoudra de lui-même ou que des événements cosmiques plus pressants détourneront l'attention de ces dilemmes philosophiques insolubles. Les sanctuaires les plus profonds de Mars, creusés dans les strates géologiques antérieures à la colonisation humaine de la planète rouge, abritent des archives qui précèdent la fondation même de l'Adeptus Mechanicus. Ces vaults
accessibles uniquement aux fabricateurs généraux et à quelques archimagies triées selon des critères jamais divulgués, contiennent des fragments de ce que les magies nomment les équations primordiales, des formules mathématiques découvertes durant l'âge sombre de la technologie qui décrivent apparemment la structure fondamentale de l'immatérium. Parmi ces équations figure une série de théorèmes que les analystes désignent comme l'impossibilité de résolution duale, démontrant mathématiquement que certaines paires d'entités warp ne peuvent coexister dans un état stable sans générer des singularités causales. Les annotations accompagnant ces théorèmes, rédigées dans un proto-gothique technique à peine déchiffrable, suggèrent que les anciens scientifiques avaient identifié Slaanesh et Nurgle, bien que ces noms n'existassent pas encore, comme la paire la plus fondamentalement incompatible parmi toutes les configurations possibles de puissance psychique. Les calculs prédisent qu'à mesure que ces deux entités gagnent en puissance à travers les émotions et croyances des êtres sentients, leur domaine d'influence s'étendrait inévitablement jusqu'à se rencontrer, créant des zones où la réalité elle-même entrerait dans des états de crise ontologique permanente. Les dernières pages de ces documents contiennent des avertissements effacés, presque jusqu'à l'illisibilité, mais certains mots demeurent visibles: migration, transcendance, abandon du matérium. Les implications de ces fragments restent débattues parmi les rares magies qui y ont accès. Les Leagues of Votann, descendants de l'humanité qui suivirent leur propre voie évolutionnaire durant l'ère des luttes, possèdent leurs propres observations concernant ces phénomènes. Leurs Grimnir, psychers utilisant des technologies ancestrales pour manipuler le warp, rapportent que les zones d'influence contradictoires perturbent leur capacité de manière spécifique et prévisible. Les Cloneskine, utilisés par les Kin pour préserver leur mémoire et identité à travers les générations, montrent des corruptions particulières lorsqu'exposés à ces régions. Les enregistrements de vies individuelles se fragmentent en versions alternatives mutuellement exclusives, créant des situations où un ancêtre est simultanément souvenu comme ayant mené une vie de gloire et une existence de déshonneur, sans que ces mémoires contradictoires puissent être réconciliées ou qu'une version puisse être identifiée comme authentique. Les Votann eux-mêmes, les intelligences artificielles ancestrales qui guident ces sociétés, ont émis des avertissements concernant l'expansion de ces zones, calculant des projections qui suggèrent qu'à terme, elles pourraient rendre impossible le maintien de mémoire stable à travers les générations, menaçant ainsi le fondement même de la civilisation Kin. Certaines ligues ont commencé à explorer des territoires plus éloignés du cœur galactique, cherchant des régions où l'influence du warp demeure plus conventionnelle, tandis que d'autres investissent dans le développement de technologies de préservation mémorielle résistantes aux corruptions paradoxales. Les Nécrons, anciens au-delà de toute mémoire organique, observent ces développements avec l'équanimité caractéristique des êtres ayant transcendé l'émotion. Leurs cryptèques, maîtres technologues dont les sciences défient la compréhension impériale, ont détecté les anomalies causales générées par le chevauchement des influences de Slaanesh et Nurgle, les percevant non pas comme des menaces spirituelles, mais comme des corruptions de la trame spatio-temporelle elle-même. Certaines dynasties Necrons, particulièrement celles dont les objectifs incluent la restauration de l'univers à un état matériel pur dépourvu d'influence warp, considèrent ces zones comme des priorités pour une purge technologique. Leurs flottes ont été observées établissant des dispositifs de stabilisation réalitique aux périphéries de certaines régions affectées, des pylônes générateurs de champs nuls qui tentent de forcer la réalité locale à se conformer aux lois physiques conventionnelles. Les résultats de ces interventions demeurent ambigus. Dans certains cas, les zones affectées semblent effectivement se contracter, la cohérence causale se restaurant graduellement. Dans d'autres, les pylônes eux-mêmes deviennent sujets aux paradoxes qu'ils tentèrent de supprimer, leur système générant simultanément des champs nuls et des amplifications warp, transformant ces dispositifs en source additionnelle d'instabilité plutôt qu'en solution. Les prophètes et visionnaires à travers la galaxie, qu'ils soient sanctionnés par l'ecclésiarchie ou opérant dans les marges hérétiques, rapportent une convergence troublante dans leur vision. Des saints vivants sur des mondes sanctuaires isolés,
des oracles tribaux sur des planètes féodales, des prophètes cultistes dans les profondeurs des ruches. Tous décrivent des aperçus de ce qu'ils nomment diversement le mariage final, l'union impossible ou la synthèse qui détruit. Ces visions présentent des variations thématiques mais partagent des éléments communs. Un moment futur où Slaanesh et Nurgle cesseraient de maintenir leur séparation paradoxale et fusionneraient en une entité unique, ou, alternativement, s'annihileraient mutuellement dans une collision qui fragmenterait le Warp lui-même. Les descriptions de cet événement hypothétique varient dramatiquement. Certains prophètes le décrivent comme une apocalypse absolue qui effacerait toute existence sentiente. D'autres comme une transformation transcendante, ouvrant des modes d'être entièrement nouveaux. D'autres encore comme les deux simultanément. Un événement qui serait catastrophe et révélation sans distinction entre ces catégories. L'Ordo Hereticus catalogue ces prophéties avec une inquiétude croissante, notant que leur fréquence a augmenté de manière mesurable au cours des derniers siècles, suggérant peut-être que quelque chose dans le Warp se rapproche d'un point de basculement. Les Chapter Monasteries des Space Marines les plus anciens contiennent des reliques qui manifestent des comportements étranges lorsqu'approchés des zones affectées. Des épées énergétiques bénies par des chapelains. Il y a des millénaires commencent à émettre des champs de force qui simultanément protègent et blessent leurs porteurs. Des armures de Terminator portant les serments de milliers de vétérans affichent des esprits machines devenus ambigus, leur système répondant aux commandes tout en les ignorant, protégeant leurs occupants, tout en restreignant leurs mouvements. Les tech marines, chargés de maintenir ces reliques, rapportent que les rituels de consécration doivent être modifiés pour ces équipements. Les litanies standards semblent renforcer les aspects paradoxaux plutôt que de les résoudre. Certains chapters ont développé des rites de stabilisation forcée, des rituels prolongés qui tentent de contraindre les reliques à exister dans un seul état cohérent. Mais ces cérémonies exigent un investissement de temps et d'efforts spirituels qui les rend pratiques uniquement pour les artefacts les plus précieux. Pour l'équipement ordinaire, les chapters apprennent à accepter un certain degré d'ambiguïté fonctionnelle, entraînant leurs Battle Brothers à opérer efficacement, même lorsque leurs armes et armures se comportent de manière imprévisiblement contradictoire. Les flottes exploratrices de l'Adeptus Mechanicus, pénétrant les régions les plus profondes de ces zones, rapportent la découverte de ce qu'ils nomment structures autocontradictoires, des constructions qui semblent avoir été érigées par des civilisations inconnues, spécifiquement pour habiter ces espaces paradoxaux. Ces édifices ne ressemblent à aucune architecture Xenos cataloguée, leur forme défiant les catégories conventionnelles de design intentionnel. Certaines chambres semblent conçues pour des êtres possédant des géométries corporelles impossibles, des créatures qui existeraient simultanément dans plusieurs configurations spatiales. D'autres espaces contiennent des dispositifs dont la fonction demeure opaque, des machines qui semblent opérer tout en restant inertes, générant des effets sans source d'énergie apparente, accomplissant des tâches qui semblent à la fois triviales et cosmiquement significatives. Les équipes d'exploration qui passent du temps prolongé dans ces structures rapportent des expériences de conscience altérées, percevant leurs propres pensées comme existant dans des états superposés où des conclusions contradictoires semblent également valides et justifiées. Les protocoles de récupération exigent maintenant des rotations strictes et des périodes de quarantaine psychologique pour tout personnel exposé à ces sites. Les archives du Adeptus Arbitz contiennent des rapports concernant l'application de la loi dans les zones affectées, documentant comment la justice impériale doit s'adapter à des environnements où la culpabilité et l'innocence deviennent ambiguës. Les arbitrators assignés à ces régions rapportent des cas où les crimes semblent avoir été simultanément commis et non commis, où les accusés présentent des alibis et des preuves de présence sur les scènes de crimes également convaincants, où les victimes existent simultanément, dans des états de vie et de mort. Les codes légaux impériaux, fondés sur des principes de causalité clairs,
et de responsabilité individuelle s'avèrent inadéquats pour ces situations. Certains juges arbitrateurs ont développé des jurisprudences locales incorporant des concepts de culpabilité en superposition et de sentence paradoxale, rendant des verdicts qui affirment simultanément l'innocence et la culpabilité, imposant des peines qui sont exécutées et commuées dans le même acte. Ces adaptations pragmatiques maintiennent une apparence d'ordre légal, mais soulèvent des questions philosophiques profondes concernant la nature de la justice elle-même lorsque les fondements causaux sur lesquels elle repose deviennent négociables. Les psycheurs non sanctionnés opérant dans les marges de la société impériale, ceux qui ont échappé au vaisseau noir et survivent cachés dans les sous-ruches et les zones sauvages, rapportent que leur pouvoir se comporte différemment dans les zones affectées. Certains découvrent que leur capacité s'amplifie dramatiquement, le warp répondant à leurs intentions avec une facilité inhabituelle. Mais cette puissance accrue s'accompagne d'une perte de contrôle proportionnelle. Leurs manifestations psychiques accomplissent simultanément ce qu'ils désirent et son exact opposé. D'autres psycheurs trouvent que leur pouvoir se fragmente en aspects contradictoires, leur pyrokinésie générant simultanément chaleur et froid, leur télépathie transmettant messages et contre-messages, leur préconition révélant des futurs multiples sans indication de lequel se réalisera. Les plus adaptables de ces individus apprennent à exploiter ces contradictions, développant des techniques psychiques entièrement nouvelles qui n'auraient aucun sens dans des régions warp conventionnelles. Les inquisiteurs qui traquent ces psycheurs renégats rapportent avec inquiétude que certains semblent avoir développé des immunités partielles aux méthodes de détection standard, leurs signatures psychiques existant dans des états superposés qui échappent aux scans conventionnels. Les implications pour la Grande Croisade, l'effort perpétuel de l'Imperium pour reclaimer et unifier l'humanité à travers la galaxie, deviennent progressivement plus troublantes. Si des portions significatives de l'espace impérial continuent d'évoluer vers des états où les certitudes fondamentales deviennent optionnelles, comment l'unité doctrinale peut-elle être maintenue? Comment les commandements de Terra peuvent-ils être transmis et obéis lorsque leur signification même devient ambiguë en transit? Comment la foi en l'empereur peut-elle demeurer le pilier unifiant de l'humanité lorsque différentes populations développent des compréhensions mutuellement incompatibles de ce qu'implique cette foi? Ces questions hantent les stratèges les plus visionnaires du Administratum, qui commencent à envisager des scénarios où l'Imperium lui-même pourrait se fragmenter non pas par rébellion ou invasion xénos, mais par simple impossibilité de maintenir une cohérence culturelle et conceptuelle à travers des populations dont les modes de pensée ont divergé au-delà de toute possibilité de communication effective. Certains proposent des solutions radicales, l'établissement de zones de quarantaine cognitive permanente, la création de castes administratives spécialisées capables d'opérer dans des logiques multiples, même la considération d'un impérium officiellement fragmenté en domaines cognitifs distincts. Aucune de ces propositions n'a été implémentée, l'inertie institutionnelle et l'orthodoxie doctrinale résistant à des changements d'une telle magnitude fondamentale. Les salles du Conseil des hauts seigneurs de Terra, isolées au cœur du palais impérial derrière des voûtes psychiques et des champs de stase temporelle, abritent des délibérations qui ne seront jamais consignées dans les chroniques officielles. Les représentants du Mechanicum présentent des projections calculées par leurs cogitateurs les plus puissants, des modèles mathématiques suggérant que l'expansion des zones d'influence contradictoire suit une progression non linéaire approchant d'un point d'inflexion critique. Selon ces calculs, dans approximativement 2 millénaires, un seuil pourrait être franchi au-delà duquel la propagation s'accélérerait exponentiellement, transformant des secteurs entiers en espaces où la logique causale conventionnelle ne s'appliquerait plus de manière fiable. Le maître de l'astronomicon rapporte des perturbations croissantes dans le phare psychique, des moments où la lumière de l'empereur semble se fragmenter en faisceaux contradictoires, guidant simultanément les navigateurs vers des destinations multiples. Le grand provost marshal de l'Adeptus Arbitz soulève la question de l'application de la loi impériale dans des juridictions où la causalité elle-même devient négociable. Le fabricateur général de Mars évoque les difficultés croissantes de maintenir des standards de production cohérents dans les Forge Worlds
situées aux proximités des zones affectées. Les débats qui suivent révèlent des divisions profondes. Certains hauts seigneurs plaident pour des mesures drastiques, l'exterminatus préventif de monde montrant des signes précoces d'adaptation paradoxale, l'établissement de quarantaines absolues autour des régions les plus affectées, même la considération de technologies interdites qui pourraient forcer la stabilité réalitique. D'autres argumentent que de telles mesures seraient non seulement impraticables à l'échelle requise, mais potentiellement contre-productives, risquant de précipiter précisément les fragmentations qu'elles visent à prévenir. Une faction minoritaire, mais influente, suggère une approche radicalement différente. Plutôt que de résister à ces transformations, l'impérium devrait développer des doctrines et des institutions capables d'opérer efficacement dans des environnements paradoxaux, acceptant que l'univers lui-même évolue vers un état où les certitudes du passé ne peuvent plus être maintenues. Cette proposition est accueillie avec une hostilité immédiate par les représentants de l'ecclésiarchie, qui y voient une capitulation devant les forces du chaos, déguisée en pragmatisme. Aucune décision définitive n'est prise. Les hauts seigneurs ordonnent la continuation des observations, l'intensification des recherches et le maintien du silence absolu concernant la gravité de la situation, une politique d'attentisme qui reflète peut-être moins la sagesse stratégique que l'impossibilité de concevoir des solutions adéquates face à un problème d'une telle magnitude fondamentale. Les profondeurs du Warp, là où même les démons craignent de s'aventurer, abritent, selon les légendes murmurées parmi les possédés, un phénomène que certains nomment le cœur de contradiction. Les récits fragmentaires arrachés à des cultistes sous torture psychique décrivent un lieu, si le concept de lieu possède un sens dans ces abysses, où les essences mêmes de Slaanesh et Nurgle se rencontrent sans médiation, créant une zone où l'existence elle-même devient une question sans réponse. Les descriptions varient dramatiquement selon les sources, certaines évoquant un jardin infini où chaque plante est simultanément la perfection cristalline et la pourriture absolue, d'autres parlant d'un palais dont les murs existent et n'existent pas selon des rythmes qui précèdent la création du temps lui-même. Les farceurs Aeldari, qui osent scruter ces profondeurs, rapportent des visions qui brisent les cadres de leur compréhension millénaire. Ils perçoivent non pas deux dieux en conflit, mais quelque chose de plus troublant encore, une relation qui pourrait être décrite comme symbiose perverse, où chaque entité tire sa définition de l'opposition de l'autre, existant dans une dépendance mutuelle qui nie simultanément toute possibilité de coexistence pacifique. Les prophètes suggèrent que Slaanesh et Nurgle pourraient représenter moins deux adversaires que deux aspects d'une réalité plus profonde, fragmentés par la perception limitée des êtres mortels en polarités apparemment distinctes. Cette perspective trouve un écho inattendu dans les méditations interdites de certains Librarian Space Marines qui ont contemplé trop longtemps ces mystères. Leurs carnets personnels, découverts après leur mise en quarantaine permanente, contiennent des spéculations suggérant que la guerre entre ces deux dieux pourrait ne jamais se résoudre précisément parce qu'elle n'est pas destinée à l'être, que l'univers lui-même pourrait nécessiter cette tension fondamentale entre désir et dissolution, entre expansion et entropie, comme principe structurant de l'existence. Si cette tension devait jamais se résoudre, écrivent-ils, ce ne serait pas la victoire d'un dieu sur l'autre qui en résulterait, mais l'effacement de la distinction même entre existence et néant. Ces théories demeurent profondément hérétiques, circulant uniquement dans les archives les plus scellées. Pourtant, elles persistent, murmurées entre érudits qui ont regardé trop profondément dans l'abîme et qui reviennent transformés par ce qu'ils ont entrevu ou cru entrevoir dans les profondeurs où la réalité elle-même perd sa cohérence. Les dernières observations transmises par les stations sentinelles aux confins du Segmentum Obscurus avant leur silence définitif décrivent des transformations cosmiques d'une ampleur défiant toute échelle de mesure conventionnelle. Des nébuleuses entières semblent adopter des configurations qui violent la dynamique des gaz interstellaires, leurs nuages de matière s'organisant simultanément selon des patterns d'expansion chaotique et de contraction ordonnée.
Des étoiles montrent des spectres lumineux impossibles, émettant des photons dont les propriétés suggèrent qu'ils ont été simultanément émis à des époques différentes, leur longueur d'onde reflétant des états stellaires mutuellement exclusifs. Les astrophysiciens du Mechanicum qui analysent ces données rapportent que l'univers physique lui-même semble subir une forme de contamination conceptuelle, les lois naturelles devenant progressivement perméables aux logiques contradictoires qui gouvernent les régions où Slaanesh et Nurgle exercent leurs influences superposées. Les populations des mondes les plus éloignés, coupées des communications impériales régulières depuis des générations, développent des mythologies qui reflètent cette transformation cosmique. Leurs légendes parlent d'un âge à venir où les distinctions fondamentales de l'existence, vie et mort, création et destruction, joie et souffrance, se dissoudront en une unité paradoxale que leurs prophètes décrivent avec une terreur mêlée de vénération. Certaines cultures interprètent ces visions comme l'annonce d'une apocalypse finale, d'autres comme la promesse d'une transcendance ultime vers des modes d'être libérés des contraintes de la cohérence logique. Les missionnaires de l'ecclésiarchie qui atteignent ces mondes découvrent des populations dont les systèmes de croyances ont évolué au-delà de toute possibilité de conversion orthodoxe. Leur compréhension de la divinité et de l'existence, devenue fondamentalement incommensurable avec la doctrine impériale. Dans les archives les plus secrètes de l'Inquisition, circule une hypothèse que personne n'ose formuler ouvertement, que l'impérium pourrait être témoin non pas d'un conflit entre deux dieux du chaos, mais des premières manifestations d'une transformation cosmique plus profonde, une évolution de la réalité elle-même vers un état où les catégories binaires qui ont structuré toute existence sentiente depuis l'aube de la conscience deviendraient obsolètes. Si cette hypothèse possède quelque validité, alors toutes les stratégies, toutes les doctrines, toutes les certitudes sur lesquelles l'humanité a construit sa survie pendant 40 millénaires pourraient bientôt ne plus avoir de sens dans un univers restructuré, selon des principes que l'esprit humain traditionnel ne peut concevoir. Les chroniqueurs de l'administratum documentent avec une méticulosité bureaucratique l'émergence de ce qu'ils désignent pudiquement comme zone de cohérence variable, répertoriant systématiquement les systèmes stellaires où les rapports impériaux deviennent progressivement incohérents. Les dîmes planétaires arrivent simultanément en retard et en avance. Les recensements de population produisent des totaux contradictoires selon des méthodologies identiques. Les registres militaires listent des régiments comme déployés et dissous dans les mêmes périodes temporelles. Les scribes, chargés de réconcilier ces données, développent des protocoles de comptabilité paradoxale, créant des ledgers qui acceptent des entrées mutuellement exclusives sans tenter de résoudre leurs contradictions. Une adaptation pragmatique qui permet au vaste appareil administratif de l'impérium de continuer à fonctionner, bien qu'avec une efficacité décroissante et une compréhension fragmentée de la réalité qu'il gouverne. Les vaisseaux cathédrales de l'Adeptus Ministorum traversant ces régions pour maintenir la foi impériale rapportent des expériences liturgiques troublantes. Les messes célébrées dans ces zones voient les fidèles répondre aux cantiques avec des variations subtiles mais significatives, comme si différentes versions des hymnes sacrés existaient simultanément dans leur mémoire. Les sacrements administrés semblent prendre et ne pas prendre effet dans le même acte, les âmes purifiées et souillées par les mêmes rituels. Les cardinaux les plus rigides ordonnent des purges pour éradiquer ces déviations, mais découvrent que même les flammes des bûchers semblent indécises, consumant et préservant les hérétiques dans des états superposés qui transforment l'exécution en spectacle théologique incompréhensible. Les générations futures, nées dans ces environnements transformés, pourraient me considérer ces contradictions non comme des anomalies nécessitant correction, mais comme l'état naturel de l'existence. Pour elles, l'univers de leurs ancêtres, régi par des lois causales strictes, structuré par des oppositions binaires claires, compréhensibles à travers la logique conventionnelle, semblerait aussi étrange et restrictif que les zones paradoxales apparaissent aux populations actuelles. Cette perspective suggère non pas une corruption de l'humanité, mais une évolution forcée vers des modes de conscience adaptés à un cosmos lui-même en transformation,
un univers qui abandonne progressivement les certitudes qui ont défini l'existence sentiente depuis que les premières intelligences ont émergé pour contempler les étoiles et y chercher du sens. Les ultimes fragments récupérés des stations d'observation établies aux frontières des zones les plus profondément affectées contiennent des transmissions d'une nature qui défie toute classification conventionnelle. Les technoprêtres qui les reçurent rapportent que les messages semblaient avoir été envoyés depuis des temporalités multiples simultanément, leur contenu changeant selon le moment de la réception, comme si l'acte même d'observation déterminait rétroactivement ce qui avait été transmis. Les derniers mots cohérents parlent non de terreur ou de corruption, mais d'une forme étrange d'acceptation, les observateurs décrivant comment leur perception s'était élargie, pour accommoder des réalités qui auraient autrefois semblé mutuellement exclusives, comment ils percevaient désormais l'univers comme simultanément ordonné et chaotique, signifiant et vide, sans que ces polarités ne génèrent de tensions cognitives. Dans les profondeurs du warp, imperceptible aux navigateurs et invisible aux prophètes, la tension entre Slaanesh et Nurgle continue son œuvre silencieuse. Ni guerre ouverte ni paix négociée, leur relation demeure une contradiction perpétuelle qui se propage à travers les couches de l'immatérium, comme une fracture dans la structure même de la possibilité. Chaque âme qui succombe au désir sans limite renforce l'un. Chaque être qui accepte l'inévitabilité de la décomposition nourrit l'autre, et dans l'espace conceptuel entre ces extrêmes, la réalité elle-même devient progressivement incertaine de sa propre nature. L'impérium de l'humanité persiste, vaste machine bureaucratique et militaire, s'étendant à travers 1 million de mondes, maintenue par la foi en l'empereur et la certitude de ses vérités éternelles. Mais dans ces régions les plus éloignées, dans les secteurs où les rapports arrivent fragmentés et contradictoires, dans les populations qui développent des langages pour décrire des états que leurs ancêtres n'auraient jamais conçus, quelque chose de fondamental se transforme. Non pas une rébellion qui pourrait être supprimée, non pas une corruption qui pourrait être purifiée, mais une dérive graduelle vers des modes d'existence où les catégories mêmes autour desquelles l'ordre impérial est construit perdent progressivement leur signification. L'histoire continue, se déployant simultanément vers de multiples futurs dont aucun ne peut être identifié comme le véritable, dans un univers apprenant lentement à exister sans résoudre ses contradictions les plus profondes. Un cosmos où la guerre entre Slaanesh et Nurgle n'est ni gagnée ni perdue, mais simplement perpétuée à travers l'éternité, transformant tout ce qu'elle touche en écho de son paradoxe insoluble.